Merci aux Tunisiens pour l'organisation, pour l'accueil très chaleureux. Voilà, donc, étant membre de CEMIR, je vous souhaite la bienvenue. Et à mes collègues ici présents dans la salle et puis ceux qui nous regardent derrière les écrans. Donc, je suis Sami Slimani, je suis rhumatologue et ma tâche d'aujourd'hui, c'est de faire une démonstration sur l'écho-anatomie normale de l'épaule. Voilà, donc c'est un peu niveau basique intermédiaire, c'est un petit rappel par rapport à l'intérêt et les différentes coupes qu'on doit réaliser systématiquement. Bien entendu, tout ce qui est pathologique viendra après avec de façon exhaustive, sera traité par mes amis et mes collègues à travers les workshops et à travers les démonstrations aussi. Voilà. Donc, tout d'abord, pour l'échographie de l'épaule, c'est un examen qui est réalisé de façon très, très fréquente par les collègues rhumatologues et les autres spécialistes de l'appareil locomoteur. L'épaule vient en première ou deuxième position en termes des articulations les plus scannées, parce que, du fait, bien sûr, de la fréquence des affections, particulièrement les affections de la coiffe des rotateurs. Les pathologies purement articulaires viennent en seconde intention, et l'intérêt de l'échographie est un peu moindre. Mais pour la pathologie de la coiffe de rotateur, l'échographie n'est pas seulement l'examen de première intention, mais aussi peut être le gold standard vu sa supériorité par rapport à l'IRM. Donc, pour pratiquer un examen échographique standardisé de l'épaule, on a besoin, bien sûr, d'une machine échographique. Il faut un minimum, un moyen ou un haut de gamme, avec une machine qui possède une sonde linéaire avec une fréquence d'au moins 10 MHz. On a besoin aussi d'un Doppler qui doit être sensible. Certes, on n'en a pas besoin comme lorsqu'on explore les petites articulations des mains et des pieds, mais quand même, on a de temps en temps besoin d'un bon Doppler. Pour le déroulement, on fait généralement un examen de l'articulation atteinte de façon systématique. Il ne faut pas sauter sur la lésion qu'on souhaite voir, en l'occurrence le supraépineux généralement, mais il faut faire au moins le minimum vital par rapport aux coupes tendineuses et articulaires. Aussi, il faut ne pas hésiter à faire un examen comparatif de l'épaule contralatérale afin justement de détecter les anomalies qui peuvent être frustes et liées à la physionomie différente d'une personne à l'autre. Il faut tenir compte aussi de deux paramètres, non seulement la qualité de la machine, mais aussi le patient. Le patient, il peut être jeune, âgé, il peut être maigre ou obèse, donc tout ça, ça peut jouer sur la reproductibilité et la fiabilité de l'examen échographique. Voilà, donc globalement c'est ça. Je crois s'il y a d'autres points, oui. Donc par rapport à la mobilité, il y a plusieurs coupes qu'on va explorer, et pour chaque coupe, on a une position particulière du patient à adopter. Mais sachez que chez les patients algiques, parfois, on n'arrive pas à faire ces différentes positions de façon optimale. Je vais être un peu systématique, mais un conseil que je vous donne, c'est de laisser la coupe du supraépineux et de la face supérieure de l'épaule en dernier, puisque c'est celle qui induit le plus de douleur et qui va un peu démotiver le patient par rapport à la suite de l'examen échographique. En général, pour quelqu'un d'expérimenté, une échographie de l'épaule prend environ 2-3 minutes. Mais il faut, comme vous le savez, une courbe d'apprentissage assez longue, bien supérieure à celle des autres appareils. Pour le positionnement du patient, tout d'abord pour le patient, il faut qu'il soit en position assise. Il y a certains qui préfèrent la position couchée, mais la position assise, c'est la plus optimale puisque ça permet de bouger de façon assez facile l'épaule pour explorer les différentes facettes. Le médecin, l'examinateur doit se positionner en dessus du patient. Là, je me suis mis au même niveau du modèle, juste dans un but pédagogique, mais en réalité, l'examinateur doit être en dessus pour ne pas fatiguer son épaule, surtout s'il enchaîne une consultation échographique. Vous savez qu'à force de faire des examens échographiques, on arrive à faire mal un peu à son épaule et à son coude. Et puis, enfin, est-ce qu'on doit se mettre devant le patient ou derrière le patient? Là, ça dépend de l'habitude de chacun et ça dépend de chaque école. Mais on va dire que l'immense majorité des radiologues et des rhumatologues pratiquent l'échographie en étant positionnés en face du patient. Voilà, donc là, je vais passer à mon patient, à mon modèle, pardon, puisque c'est un sujet sain. Voilà, donc vous pouvez, s'il vous plaît, centrer sur le patient. Tu peux te mettre en face à la caméra. Voilà. Je peux m'assurer des réglages. Encore un peu. Voilà.
Très bien. Donc, comme je vous ai montré, vous avez la sonde linéaire. Ici, nous avons une très bonne sonde linéaire qui va de 4 à 15 MHz. Donc, ça permet à la fois de regarder un peu les structures profondes et les structures superficielles. Donc, c'est une sonde polyvalente. Pour l'épaule, on a généralement besoin d'une fréquence aux alentours de 10, 12, voire 15 MHz, mais ça dépend, comme je l'ai dit auparavant, de la corpulence du sujet. Pour les positions, je vais mettre la sonde d'abord. Pour les positions, on va explorer tout d'abord la face antérieure de l'épaule, par la suite la face supérieure et enfin la face postérieure. En pratique quotidienne, on se contente dans l'immense majorité des cas de ces trois faces-là. Mais exceptionnellement, on peut rajouter la coupe inférieure, c'est-à-dire la coupe axillaire, mais dont l'indication est quand même rare, en rhumatologie du moins. Alors pour la coupe antérieure, le positionnement du patient, c'est main sur la cuisse et paume regardant vers le haut. Comme ça permet de dérouler le lambiceps, le subscapulaire et la coracoïde. C'est la position la plus confortable pour le patient. Pour la coupe postérieure, afin de mettre sous tension l'infraépineux, on va demander au patient de faire une rotation interne, soit sur le ventre ou bien mettre carrément la main, s'il n'a pas trop mal, sur l'épaule. Et là, on va explorer de façon latérale. Cette coupe concerne les extenseurs externes, à savoir l'infraépineux, le teres minor et puis l'articulation gléno-humérale essentiellement. Enfin, la coupe qu'on utilise, pour laquelle on met plus de temps généralement pour analyser les lésions, c'est la coupe supérieure. Et pour cela, on demande au patient de mettre la main soit sur la fesse, la hanche ou bien derrière le dos. Ça permet d'écarter le tubercule majeur, de l'éloigner de l'acromion et donc pouvoir visualiser un maximum du tendon supraépineux, mais aussi de l'intervalle des rotateurs éventuellement. Voilà, donc je commence par la coupe antérieure. On doit appliquer du gel, bien sûr, parce que l'air, comme vous le savez, ça empêche complètement les ultrasons de passer. On a déjà prédéfini les réglages de la machine sur l'épaule, mais on peut, au fil de l'examen échographique, on peut ajuster la fréquence, le gain et la focale en fonction, bien sûr, de la structure qu'on souhaiterait visualiser. Par exemple, en coupe postérieure, on va étudier à la fois l'articulation gléno-humérale et le tendon de l'infraépineux. Et comme le tendon est très superficiel, les réglages ne seront pas nécessairement, et au moins la focale ne sera pas la même. J'ai du mal à... Voilà. Parfait. Alors, en coupe antérieure, nous allons explorer le tendon du lambiceps dans sa gouttière. On va explorer aussi le tendon du subscapulaire et regarder un petit peu la coracoïde, l'apophyse coracoïde. Alors pour cela, tout d'abord pour le lambiceps, on va mettre la sonde de façon transversale sur la face antérieure de l'épaule. L'objectif, c'est de tomber sur la gouttière bicipitale. Je vais activer le pointeur. Voilà, donc on tombe directement sur la gouttière bicipitale avec le tendon du lambiceps au milieu qui a une profondeur d'environ 1,5 cm. La structure sur une coupe standard, l'écostructure du tendon doit être hyperéchogène parce que l'anisotropie, cet aspect anéchogène, va nous empêcher de tirer de l'information sur la normalité ou pas de notre tendon. Donc il faut veiller toujours à avoir un aspect fibrillaire hyperéchogène du tendon, ici le lambiceps. Une fois qu'on a cette coupe de référence, on va identifier les différents composants, à savoir le tubercule majeur, le tubercule mineur, le ligament huméral antérieur, et puis cette loge-là où on a le lambiceps. En dessus, nous avons le muscle deltoïde et puis la peau tout en superficie. On peut même apercevoir en anisotropie, en hypoéchogénicité, le tendon du subscapulaire. Donc on va se centrer sur le lambiceps. Pour le lambiceps, on peut faire un mouvement d'ascenseur. Certes, il y a des coupes standards à réaliser, mais il faut toujours essayer de faire une translation, un mouvement d'ascenseur vers le proximal, le distal, de droite à gauche aussi, afin d'explorer le tendon ou l'articulation dans sa totalité. Ici, on peut monter, on peut remonter.
Et là, dès qu'on a quitté la gouttière bicipitale, nous avons le tendon bicipital qui est à l'intérieur de l'articulation de l'épaule. Et l'échographie n'est pas le meilleur examen pour suivre le lombiceps jusqu'à son insertion articulaire au niveau, en dessus de la glénoïde. On peut par la suite descendre tout en essayant de ne pas perdre le lombiceps. Là, il va quitter sa gouttière, mais on l'a toujours, jusqu'à ce que ça se croise de façon transversale le tendon du grand pectoral. À partir de ce moment-là, nous allons perdre la structure fibrillaire, puisque commence à ce moment-là la jonction myotendineuse du lombiceps, qu'on pourra visualiser par la suite en coupe longitudinale. Je retourne à la gouttière bicipitale. On peut parfois visualiser une artère nourricière au niveau de la partie latérale du lombiceps. On peut avoir aussi une petite quantité de liquide, particulièrement dans la zone inférieure de la gouttière bicipitale, puisqu'il s'agit d'un récessus articulaire de la gléno-humérale. Pour la recherche des affections articulaires, on doit descendre vers la partie la plus basse du tendon bicipital, mais pour les pathologies ténosynoviales, c'est plutôt à la partie supérieure de la gouttière bicipitale qu'on a le plus de chances d'avoir de la ténosynovite. Ça, c'était la coupe transversale. On peut par la suite, si on a détecté une anomalie, la confirmer sur une coupe longitudinale en réalisant un mouvement de rotation de 90 degrés. Vous avez le proximal à gauche et le distal à droite. Et on voit bien qu'il y a une structure fibrillaire au niveau. Donc, on est pile poil dans la gouttière bicipitale. Ça, c'est la partie au niveau de la gouttière. Et là, on a quitté la gouttière. Et on peut aller, on voit bien le développement de la partie musculaire du lombiceps. Donc là, c'était pour le lombiceps. Par la suite, on peut passer au deuxième tendon de la partie antérieure de l'épaule, qui est le rotateur interne, à savoir le subscapulaire. Pour cela, on peut juste, sans bouger la sonde, on peut demander au patient de réaliser une rotation externe de son épaule. Voilà, s'il vous plaît. Très bien. Et sans bouger la sonde, on a déjà une autre structure fibrillaire qui consiste au tendon du muscle subscapulaire. Une structure fibrillaire avec son anthèse qui est là. Il s'insère au niveau du tubercule mineur, mais tout en ayant certains faisceaux qui se prolongent avec le ligament huméral antérieur et qui s'insèrent au niveau du tubercule majeur. Il a une structure fibrillaire et il a une jonction myotendineuse qui est variable. Chez certaines personnes, on doit faire une rotation extrême, alors que chez d'autres, c'est très facile à apparaître. Et ce que vous remarquez, c'est une petite hétérogénéité du tendon du subscapulaire qui peut être liée physiologiquement à la présence de stries fibreuses qu'on objective en coupe transversale. Donc, je vais tourner de 90 degrés. Et là, j'ai mon subscapulaire en coupe transversale. Vous remarquez qu'il y a des points noirs qui sont en fait physiologiques, à ne pas confondre avec de la pathologie tendineuse. Et ce sont des stries fibreuses qui séparent au moins entre 3 et 6 compartiments du subscapulaire. Notez que la moindre inclinaison de la sonde peut entraîner le phénomène d'anisotropie. Donc il faut faire toujours gaffe et rester perpendiculaire à la sonde. Je reprends ma coupe longitudinale et en allant toujours en médiane, en interne, nous visualisons la surface de l'apophyse coracoïde. On peut même remonter en dirigeant le bord externe de notre sonde vers l'extérieur afin de capter et la coracoïde à droite et l'acromion à gauche et visualiser le fameux ligament acromio-coracoïdien. Voilà. Donc cette structure hyperéchogène qui est tendue entre la coracoïde et l'acromion est constituée du ligament acromio-coracoïdien. Je retourne au subscapulaire et là, on peut rechercher aussi des conflits antérieurs en demandant aux patients de faire de la rotation interne puis externe. Et cette manœuvre dynamique permet d'optimiser notre examen et de mettre en évidence certains conflits, en particulier des épaississements, des ressauts, de la calcification ou bien même des épanchements bursaux. Donc là, c'était la coupe antérieure de l'épaule.
Et l'intérêt principal, c'est d'étudier le lambiceps, de par la fréquence de sa pathologie, et en second lieu du subscapulaire. Je passe maintenant à la coupe supérieure. Et là, je vais demander à mon modèle de mettre la main sur la fesse ou bien sur le bas du dos, s'il te plaît. Merci. Alors, pour le positionnement de la sonde, là, je vais essentiellement étudier le tendon du supraépineux, le muscle du supraépineux, et puis l'articulation acromioclaviculaire, et enfin l'intervalle antérieur des rotateurs. Pour commencer, le plus important, c'est bien entendu le tendon du supraépineux. Pour avoir une bonne coupe du tendon supraépineux, je vais mettre la sonde sur la partie la plus protubérante de l'épaule antérieure, et la sonde doit regarder vers le cou du patient. C'est là que je vais avoir le plus de chances d'obtenir une coupe longitudinale du tendon supraépineux. On a un aspect en bec d'oiseau, en bec de perroquet, avec la partie proximale sur la droite et la partie distale sur la gauche, avec l'insertion au niveau du tubercule majeur. Si je vais plus en antérieur, je vais tomber sur le lambiceps. Et si je vais en postérieur, on voit bien le chevauchement entre le supraépineux et l'infraépineux qui va le coiffer. Alors, cette coupe, le but principal de cette coupe est d'analyser les pathologies tendineuses du supraépineux. Vous voyez bien qu'il y a de l'anisotropie qui apparaît. Et si on veut vaincre l'anisotropie distale, on n'a qu'à incliner la sonde vers le distal afin de ne visualiser que le fibrocartilage et puis les fibres tendineuses qui sont maintenant perpendiculaires par rapport à la sonde. Pour s'assurer qu'on est en coupe longitudinale du supraépineux, on regarde plus en haut et on remarque les fascicules du deltoïde qui sont elles aussi parallèles. Elles ont un aspect linéaire parallèle, donc on est bien en coupe longitudinale. On remarque aussi la présence du cartilage de la tête humérale. Par la suite, si on a un doute sur un aspect pathologique, on doit toujours faire une rotation de 90 degrés et explorer le tendon au niveau de sa coupe transversale. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque de l'anisotropie qui varie d'une structure à l'autre, avec principalement deux structures individualisées. Une structure à droite qui est le tendon du supraspinatus et une structure à gauche avec une anisotropie différente qui est celle de l'infraépineux. Il faut savoir que l'insertion distale de ces tendons est un peu confondue entre les deux tendons principaux de la coiffe de rotateur. Enfin, en dessus de cette coiffe des rotateurs, on remarque une fine bande hypoécogène qui est constituée par la bourse sous-acromiale. La bourse sous-acromiale est tellement étendue qu'elle peut couvrir et la partie antérieure de l'épaule et la partie postérieure de l'épaule aussi. Donc on va la retrouver que ce soit en scan de l'infraépineux, du supraépineux, et voire même du lambiceps. Maintenant, si je souhaite explorer le muscle supraépineux, automatiquement, je vais être tout d'abord confronté à un obstacle qui s'appelle l'acromion, et plus en proximal, j'ai cette fosse-là, je vais augmenter la profondeur, depth, voilà. Très bien. Donc là, j'ai augmenté la profondeur puisqu'il s'agit de structures musculaires plus profondes. On a une profondeur qui peut aller jusqu'à 4 cm, où on peut visualiser ici l'épine de la scapula supérieure, et la clavicule, l'épine scapulaire et la scapula supérieure. Et entre ces trois structures osseuses, nous visualisons en haut le muscle trapèze et en bas le muscle du supraépineux, avec les fines, en centre, les fines bandes tendineuses qui vont aller tout en se réunissant, mais après on a la couverture de l'acromion qui va nous empêcher de voir la progression du muscle supraépineux. Enfin, je termine avec l'articulation acromioclaviculaire. Pour visualiser l'articulation acromioclaviculaire, je vais mettre la sonde de façon frontale
on peut même s'aider de repères palpatoires. Et là, on va tomber sur l'acromion sur la gauche de l'écran, la clavicule sur la droite, et puis l'articulation acromioclaviculaire entre les deux. Parfois, on visualise le ligament acromioclaviculaire, et après, nous avons un renforcement postérieur lié à la vacuité, lié à la présence de cartilage. Nous avons une vacuité qui peut même faire apparaître un bout de coiffe des rotateurs en bas. Il faut savoir que les articulations acromioclaviculaires sont souvent atteintes de façon dégénérative chez les sujets âgés. Je termine maintenant avec l'intervalle antérieur des rotateurs. Là, je peux replacer ma sonde en antérieur sur le tendon du lombiceps, remonter, tout en essayant de ne pas perdre mon lombiceps. Et là, nous avons toujours notre lombiceps qui est en intra-articulaire maintenant, avec sur la partie droite médiale un bout de subscapulaire et sur la partie gauche un bout du supraépineux. Le tout est couvert par la bourse sous-acromiale. Et ce qu'on remarque ici, en fait, c'est l'intervalle des rotateurs a un double intérêt en rhumatologie. Tout d'abord, diagnostic, particulièrement les pathologies capsulaires, puisque cette zone-là est riche en capsules articulaires et riche en ligaments, en particulier le ligament gléno-huméral supérieur et le ligament coraco-huméral, mais aussi dans un but thérapeutique, puisque c'est la partie qui est la plus facile à piquer lorsqu'on souhaite injecter ou ponctionner la bourse sous-acromiale. C'est la partie la plus superficielle, puisque vous remarquez que la bourse n'est à 1 cm de profondeur, et elle peut être abordée par une aiguille à droite ou à gauche de l'écran. Là, je finis en passant à la coupe postérieure. Là, je demande au modèle de mettre son épaule en rotation interne, donc la main sur la poitrine ou sur l'épaule. Et la sonde, je vais la mettre en longitudinale sur la partie latérale de l'épaule. Qu'est-ce qu'on va visualiser? Tout d'abord, le tendon de la superficie vers la profondeur. Nous avons la peau, la graisse sous-cutanée, le muscle deltoïde. On aperçoit quelque chose de fibrillaire hyperéchogène qui est en fait le tendon de l'infraépineux. Et puis, nous avons bien sûr l'humérus. Si on va en distal, on va analyser l'insertion de l'infraépineux au niveau du tubercule majeur, qui se confond, comme je vous ai dit, avec le supraépineux. Et si on va en proximal, nous allons avoir la jonction myotendineuse, ensuite le muscle infraépineux. Voilà. Donc nous avons le tendon qui est toujours au milieu, mais nous assistons à la naissance du muscle infraépineux en haut et en bas du tendon. En superficie, nous avons toujours le muscle deltoïde. Cette coupe permet d'analyser le tendon de l'infraépineux, en particulier les anthésopathies et les ruptures qui siègent essentiellement en distal. Et après, on peut, par la même occasion, analyser l'articulation gléno-humérale. Je vais rajouter du gel. Voilà. Donc on peut déjà deviner la sphéricité de la tête humérale, la présence de la scapula, et là vous avez l'articulation gléno-humérale avec le labrum qui est hyperéchogène entre les deux structures osseuses. Par la suite, le muscle infraépineux peut être lui aussi exploré en transversal. Il a une structure hypoéchogène avec des fibres centraux qui constituent l'ébauche du tendon infraépineux. Si on va plus en bas, nous allons avoir le petit teres minor, le muscle du teres minor en coupe transversale avec son tendon au milieu qu'on peut suivre en distalité jusqu'à son insertion au niveau de la partie inférieure du tubercule majeur. Le teres minor est beaucoup plus petit et surtout il tombe exceptionnellement malade. Il n'est pas concerné généralement par les pathologies de rupture ou d'inflammation rhumatismale. Après, lorsqu'on explore la gléno-humérale en longitudinal et qu'on ne retrouve rien, alors qu'on a une forte suspicion de maladie mécanique ou inflammatoire de l'épaule, on peut réaliser là aussi une manœuvre dynamique
de rotation interne-externe, puisque la rotation externe permet de chasser le liquide intra-articulaire au niveau de ce cul-de-sac articulaire. Donc on demande au patient de réaliser un mouvement de rotation externe puis interne. Et on voit bien qu'il n'y a pas, pardon, j'ai glissé, on voit bien ici qu'il n'y a pas de liquide intra-articulaire qui apparaît au niveau de l'interface, de l'interligne des deux articulations. Une dernière coupe, qui est la coupe axillaire, elle est rarement réalisée en rhumatologie. Le seul intérêt que je vois personnellement, c'est d'analyser la capsule articulaire, puisque c'est la seule zone de l'épaule qui n'est pas couverte par la coiffe de rotateur. Et aussi à la recherche des épanchements intra-articulaires, puisque les épanchements intra-articulaires se cherchent au niveau de la gouttière bicipitale, mais se cherchent aussi au niveau de l'articulation gléno-humérale en postérieur, mais parfois aussi même en inférieur, puisque la gravité fait qu'on peut avoir de l'épanchement liquidien en inférieur. Alors, on demande aux patients de mettre la main sur la tête. Voilà, merci. Donc là, nous avons la sphéricité de la tête humérale et nous avons le col anatomique. Avec tout ça, en fait, c'est de l'épaisseur physiologique capsulaire qu'on peut mesurer, qui ne doit pas dépasser 2 mm et demi. Donc là, c'est un aspect normal. Dans les capsulites rétractiles, dans certaines capsulites rétractiles, on peut avoir un épaississement capsulaire au niveau du col huméral. Et puis là, c'est le siège préférentiel des épanchements intra-articulaires. Et je termine par une manœuvre dynamique que j'ai oubliée, en fait, la manœuvre dynamique par rapport au conflit sous-acromial. Là, je retourne à la coupe du supraépineux. Je peux faire comme ça. Voilà. Donc, nous avons le supraépineux. Le supraépineux avec son insertion au niveau du tubercule majeur, l'acromion, la bourse sous-acromiale. Et là, on peut réaliser des manœuvres de rotation interne et d'adduction. Et on regarde le comportement du tendon supraépineux et de la bourse sous-acromiale lorsqu'il plonge en dessous de l'acromion. Lorsqu'il y a un conflit, on va avoir un sursaut qui peut être parfois douloureux ou bien de l'apparition de liquide au niveau de la bourse sous-acromiale. Voilà, donc j'espère que j'ai fait le tour de la question par rapport à l'initiation. Il reste aussi quelques coupes ligamentaires nerveuses, mais là, l'échographie, on doit rester humble et penser que l'échographie n'est pas l'examen de première intention, puisqu'elle manque de sensibilité et de spécificité dans ces pathologies-là, et l'IRM, généralement, est ce qu'on demande en première intention devant la suspicion des affections nerveuses. Voilà, je vous cède la parole et je vous remercie.